Aujourd'hui, on plonge dans un monument de la littérature française, j'ai nommé Eugénie Grandet d'Honoré de Balzac. On va décortiquer ensemble tout début de ce roman, histoire de voir comment, dès les premières pages, Balzac met en place tous les pions d'un drame familial intense, d'un côté l'avarice poussée à son paroxysme, et de l'autre la naissance d'un amour pur, presque impossible. Mais bon, pour vraiment piger toute l'histoire, il y a une question qui s'impose d'elle-même. Qui est-il, au fond, ce fameux Père Grandet ? C'est lui le personnage central, l'ombre qui plane sur toute la ville de Saumur. Alors, c'est par lui qu'on va commencer. Allez, première partie, l'avare de Saumur. On va s'immerger dans son petit royaume à lui, un empire bâti sur une seule et unique loi, ne jamais, au grand jamais, dépenser un sou. Et franchement, la meilleure description, c'est Balzac lui-même qui nous la donne. Il dit de Grandet qu'en affaires, c'est un mélange de tigre et de bois. L'image est incroyable, non ? On l'imagine tout de suite, il attend sa proie, il lui cède dessus, l'avale sans mâcher, puis il digère tranquillement sa fortune. Froidement, méthodiquement, sans aucun remords. On a compris à qui on avait affaire. Un prédateur, un vrai. Et cette avarice, elle est partout, dans les moindres recoins de sa vie. Le quotidien chez les Grandet, c'est une œuvre d'art de la radinerie. Pensez-y une seconde, il n'achète rien. Ses locataires le payent en nature, poulet, beurre, blé, tout est bon à prendre. Le bois pour se chauffer, il va l'arracher lui-même dans ses propres haies. Ça va jusqu'à rationner les bougies pour sa femme et sa fille. Chaque dépense est une torture. L'anecdote de ses gants qu'il fait durer 20 mois ou de l'escalier pourri qu'il répare lui-même. Voilà, c'est ça, le père Grandet. C'est un véritable tyran domestique. Ce qu'il dit, c'est la loi, point final. Sa fortune, personne ne sait vraiment à combien elle s'élève, c'est devenu une sorte de mythe local. Et sa maison ? Eh bien, sa maison, c'est son portrait craché. Une forteresse froide, silencieuse, qui tombe en ruine. Un endroit où le temps semble figé. On passe à la deuxième partie, l'héritière et ses prétendants. Parce que oui, au cœur de cet univers glacial, il y a un trésor que tout le monde convoite. La main et surtout le portefeuille de sa fille unique. Et ce trésor, c'est Eugénie, l'héritière la plus riche de toute la région. Elle est le prix à gagner, le trophée ultime pour deux familles qui se livrent une guerre sans merci, et tout ça sans qu'elles s'en aperçoivent vraiment. Et c'est une véritable bataille rangée. D'un côté, on a le clan des Cruchot, la vieille bourgeoisie, l'argent qui vient de la terre et des charges. Leur cerveau, c'est le très rusé abbé Cruchot qui pousse son neveu. Leur arme, l'usure, la patience, les sous-entendus. De l'autre côté, les Desgrassins, l'argent neuf de la banque. Leur championne, c'est la séduisante Madame Desgrassins qui met en avant son fils Adolphe. Leur stratégie, la flatterie, les cadeaux. Et le ring, c'est le salon lugubre des Grandet. Troisième partie, un étranger de Paris. Alors que ce petit jeu de pouvoir semble bien installé, un élément totalement imprévu va débarquer et tout faire exploser. Un jeune homme tout droit venu de Paris, et après son arrivée, plus rien ne sera comme avant. Imaginez un peu la scène, on célèbre les 23 ans d'Eugénie. L'ambiance est, glaciale, évidemment. Et là, tout à coup, on frappe à la porte. Mais pas un petit coup, non, un grand coup de marteau qui résonne. Le bruit est assourdissant. Il vient littéralement déchirer le silence de mort et la routine de cette maison. Et là, c'est un choc des cultures, un vrai. D'un côté, le visiteur, Charles, le dandy parisien par excellence, manteau de voyage sur mesure, gants de chevreau, canne à pommeau d'or. Il transpire l'élégance, avec une petite pointe de mépris pour tout ce qui l'entoure. Et en face, les notables de Saumur, avec leurs costumes élimés, leurs chemises tachées de tabac et leurs perruques de travers. C'est le futur qui rencontre le passé, la lumière qui affronte la poussière. Et pour la pauvre Eugénie, qui a passé sa vie dans cette prison sans barreaux, l'effet est dévastateur. Pour elle, c'est comme voir un ange. Balzac écrit qu'elle le voit comme une créature descendue d'une région séraphique. Elle est complètement fascinée. Il est la preuve vivante qu'un autre monde existe, un monde de beauté, de luxe, un monde dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Quatrième partie, un secret dévastateur. Parce que derrière cette apparence de rêve, il y a une réalité absolument terrible. Et cette réalité, elle est contenue dans une simple lettre. Une lettre qui va faire basculer l'histoire dans la tragédie pure. Alors que toute la ville ne parle que de ce beau Parisien, le père Grandet, lui, est absorbé par la lecture d'une lettre de son frère. Et ce qu'elle contient est bien plus important que toutes ces histoires de mariage. La lettre, c'est une annonce de catastrophe, une faillite et un suicide. Quand tu tiendras cette lettre, écrit son frère, je n'existerai plus. Je ne pourrai survivre à la honte. Le père de Charles s'est donné la mort. Et le drame ne s'arrête pas là. La lettre précise. Mon fils ne sait rien de tout ça, ce malheureux enfant que j'idolâtre. Charles, qui fait le beau dans le salon, ignore absolument tout. Il ne sait pas qu'il est ruiné, et il ne sait pas qu'il est orphelin.
Et enfin, il y a l'appel au secours, la dernière demande, celle qui va tout faire basculer. Grandet, tu es mon frère aîné, tu me dois ta protection. Sois un père pour Charles. Tout le poids du destin de ce jeune homme repose désormais sur les épaules de l'avare. 5e partie, le choc de deux mondes. Parce que cette lettre, elle va agir comme un détonateur. Elle va provoquer une collision frontale entre l'avarice du père et la compassion naissante de la fille. La réaction de Grandet, elle est prévisible, glaciale, purement financière. Dans son esprit, il ne voit pas un neveu en détresse. Il voit une dépense, un fardeau, une ligne de débit dans ses comptes. Un problème à gérer. Mais à l'exact opposé, il y a Eugénie. Elle est submergée par l'émotion. Elle ressent pour la première fois de sa vie un sentiment nouveau. La pitié, l'empathie et sans doute déjà un peu plus. Pour elle, Charles n'est pas un problème financier. C'est une personne qui souffre et elle ressent un besoin irrépressible de prendre soin de lui. Et là, pour la toute première fois de sa vie, Eugénie désobéit. Pendant que son père calcule les pertes et profits, elle agit. Ses gestes peuvent paraître minuscules, mais dans cette maison, ce sont de véritables actes de rébellion. Elle ose réclamer du feu pour chauffer la chambre de Charles. Elle exige qu'on achète une vraie bougie peint à bout de suif. Elle court chercher du sucre pour son eau. Et elle paye tout ça avec son propre argent de poche. C'est sa première et silencieuse révolution. Et toute cette situation nous laisse face à la question centrale du roman. La question qui va tout conditionner par la suite. Dans un monde où l'argent est le seul dieu, quel est le prix de l'amour ? Eugénie sera-t-elle prête à le payer ? Et son père laissera-t-il un simple sentiment humain menacer l'empire qu'il a passé sa vie à construire ? Le vrai combat ne fait que commencer.